Bonjour à tous, donc on vous a préparé deux vidéos qui corrigent l'examen blanc en distanciel. Une première vidéo, donc celle-ci pour la partie 1 et une seconde pour la partie 2. Bon visionnage à tous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le serveur Discord ou bien sur le forum du site du tutorat associatif toulousain. Bonjour à tous, on va faire la correction des deux premiers QCM de chimie, enfin des deux QCM de chimie de l'épreuve blanche en distanciel. Donc le premier, c'est un QCM qui portait sur les configurations électroniques des atomes, avec pour item A, la configuration électronique des halogènes se finissent toujours par NS2-NP5, et c'est du cours, c'est vrai, et pour vous montrer ça, on va prendre le premier halogène, le fluor, qui a 9 électrons sur sa couche de valence. Sa configuration électronique, c'est donc 1s2, 2s2, 2p5. On respecte bien cette forme, ns2, np5 avec 2s2, 2p5. Cette règle, elle est valable pour tous les halogènes à mesure que l'on descend le long de la colonne. On passe à l'item B. Donc les valeurs des couches d'énergie se calculent avec la formule E égale 13,6 divisé par n au carré. Cet item est faux, puisqu'il faut bien ne pas oublier le signe moins devant la formule. On passe au troisième item. Lorsqu'un électron passe de la couche n égale 1 à n égale 3, il émet de l'énergie. Cet item, il est faux. Lorsque l'on passe d'une couche de plus basse énergie à une couche de plus haute énergie, on a besoin d'absorber de l'énergie afin de justement augmenter cette valeur énergétique, d'augmenter en couche. Pour l'item D, il fallait savoir si lorsqu'un électron passe de la couche n égale 1 à n égale 5, alors on dit que l'atome est ionisé. C'est faux. Quand on passe à une couche supérieure, l'électron ne sort pas de cette des couches électroniques, il reste dans l'atome, autour de l'atome, pardon, et donc il reste là et ce n'est pas ionisé. Dernier item, le carbone peut avoir différents nombres de protons, on appelle ça des isotopes. Alors, c'est faux. Le nombre de protons, il définit l'élément. C'est-à-dire que si on change le nombre de protons, on n'est plus avec un atome de carbone. Pour changer et avoir un isotope, il faut changer le nombre de nucléons et non pas le nombre de protons, comme c'est dit dans l'item. Ainsi, les réponses du QCM sont juste l'item A qui est vrai. On passe ensuite au QCM2, donc à propos de la thermodynamique. La combustion du glucose, on a la formule, à 298 Kelvin, les valeurs de la variation d'enthalpie standard et d'enthalpie libre standard sont données. Donc, est-ce que cette réaction est exergonique ? Eh bien oui, on regarde delta G est négatif, donc c'est bien une réaction exergonique. Ensuite, pour l'item B, cette réaction libère de la chaleur. Pour savoir si une réaction libère de la chaleur, il faut regarder l'enthalpie, delta H, qui ici est négative. Une enthalpie négative signifie que la réaction libère de la chaleur. On parle de réaction exothermique. L'item est donc bien vrai. L'item C dit que pour déplacer l'équilibre vers le sens 1, on peut rajouter des molécules de H2O. Eh bien, d'après le principe de Le Chatelier, quand on va déséquilibrer une équation, l'équilibre va essayer d'être rétabli, de se compenser. Et donc, si on rajoute de l'eau, eh bien, la réaction se réalisera plutôt dans le sens 2, puisque on va vouloir consommer cette eau qu'on a rajoutée. Item D, à 298 Kelvin, la constante d'équilibre de la réaction est supérieure à 1. Pour ça, à propos des constantes de réaction dans le cours, on vous donne la formule suivante. Delta G égale moins RT ln de K. Cette relation, elle va lier la valeur K, c'est-à-dire si elle est supérieure ou inférieure à 1, à la valeur de delta G. Ainsi, il faut regarder que vaut delta G. Ici, delta G, il est négatif. Il vaut moins 2870 kJ par mol. Donc, à partir de ça, on va essayer de faire un raisonnement un peu mathématique, c'est-à-dire que delta G est négatif. Qu'est-ce que ça signifie sur moins RT ln de K ? Ça signifie que RT ln de K est positif, afin que moins RT ln de K soit négatif. Si RT ln de K est positif, ça veut dire que
ln de K est positif. Et donc, pour avoir un ln de K positif, il faut bien avoir un K supérieur à 1. Et donc, en sachant que delta G est négatif, K est supérieur à 1, cet item est vrai. On finit par l'item E, qui dit qu'une diminution de la température favorise la réaction dans le sens 1. C'est vrai, selon Le Chatelier, une baisse de température va entraîner un déplacement du système dans le sens inverse de la perturbation. Donc ici, ça va être dans le sens de l'augmentation de température. Or, on a delta H négatif dans le sens 1. Ça veut dire qu'on va libérer la chaleur, et donc ça va dans le sens de compenser la diminution de la température. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour à toutes et à tous, donc on va continuer avec la correction de biochimie et génome. On commence par le QCM 3. À propos des acides gras et des lipides, item A, les acides gras sont des molécules amphiphiles avec un groupement apolaire en première position et une chaîne polaire. Alors cet item est faux, car tout simplement c'est le contraire, c'est l'inverse. Le groupement polaire est plutôt en première position avec l'acide carboxylique qui est prioritaire par rapport à toute la chaîne carbonée qui elle est apolaire et donc en dernière position. Et les acides gras, c'est bien des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qui ont une partie à la fois hydrophile et une partie hydrophobe. Donc la partie hydrophile du coup c'est l'acide carboxylique et la partie hydrophobe c'est la chaîne apolaire. Voilà. L'item B, dans notre société actuelle, on a tendance à trop consommer d'oméga 6 au détriment des oméga 3. Donc cet item est vrai. Donc par rapport aux oméga 6, on retrouve de l'oméga 6 notamment dans les huiles végétales, les produits industriels, et de l'oméga 3 dans les poissons, les graines de lin. C'est quelque chose à savoir. Enfin, pas les détails, mais savoir qu'on a tendance à trop consommer d'oméga 6 au détriment d'oméga 3. Ensuite, item C, les lipides sont une réserve d'énergie permettant des échanges lents et inactifs entre les adipocytes, les lipoprotéines et les tissus périphériques. Cet item est faux, car les lipides sont une réserve d'énergie, c'est vrai, mais qui permettent des échanges rapides et actifs, et non pas lents et inactifs. Faut vraiment faire attention et bien lire les phrases jusqu'au bout. Donc l'item D, la dégradation des triglycérides permet la formation d'acides gras, eux-mêmes dégradés par une lipolyse. Donc l'item est faux parce que la dégradation d'acides gras se fait pas par une lipolyse, mais par une bêta-oxydation. Item E, les triglycérides composent plus de 90% des lipides adipocytaires. Alors cet item est vrai et c'est du cours, faut vraiment retenir ça. Donc QCM 3, les items vrais sont l'item B et E. Donc QCM 4, à propos du cholestérol. Les acides biliaires sont synthétisés dans les entérocytes à partir du cholestérol réduit. Donc cet item est faux, parce que le problème c'est les entérocytes, alors que les acides biliaires sont synthétisés dans les hépatocytes. Ensuite, item B, le cholestérol est un précurseur des hormones thyroïdiennes bâties sur les noyaux prénione, androstane et œstrane. Alors cet item est faux, parce qu'en fait, le cholestérol, c'est un précurseur des hormones stéroïdiennes et non pas des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est la tyrosine, comme vous pouvez le savoir. Et le cholestérol, du coup, faut retenir que c'est un précurseur des hormones stéroïdiennes. Et il faut bien lire les phrases et il faut faire vraiment attention aux petits détails. Thème C, donc à propos du cholestérol, il est apporté majoritairement par l'alimentation. C'est faux, c'est minoritairement apporté par l'alimentation. Donc la majorité du cholestérol qu'on a, ça provient d'une synthèse endogène. Donc c'est important à retenir que c'est plutôt minoritaire par rapport à l'alimentation. Ensuite, item D, la seule anomalie biologique de l'hypercholestérolémie familiale est l'élévation isolée de la concentration circulante en cholestérol. Ça, c'est une chose à savoir, l'item est vrai. Et n'hésitez pas à revoir le cours si vous avez des doutes sur cette partie-là. Item E, les statines sont utilisées comme traitement pour leurs effets hypocholestérolémiants. Donc cet item est vrai. Donc les statines réduisent le cholestérol, notamment en inhibant une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA réductase, qui permet de produire le cholestérol. Donc les statines, ça va venir inhiber cette enzyme. Et voilà. Donc les items vrais dans le QCM 4 sont les items D et E. Donc QCM 4, à propos de la glycolyse et du cycle de Krebs. Item A.
Le cycle de Krebs contient 8 réactions dans 2 sens irréversibles. Cet item est faux, car il y a 3 réactions qui sont irréversibles et non pas 2. Celle qui aboutit à la formation du citrate, qui est ici, celle qui aboutit à la formation de l'alpha-acétobutyrate, qui est juste ici, et enfin le succinyl-CoA, celle qui aboutit du coup à la formation du succinyl-CoA. Donc, item B, la glycolyse anaérobie a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, cet item est faux parce qu'il y a une contradiction dans la phrase. Donc, il y a marqué glycolyse anaérobie. Anaérobie, du coup, il n'y a pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Du coup, c'est faux. Le glucose, item C, le glucose est stocké sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. Ça aussi, c'est une information qu'il faut apprendre et savoir, que le glucose, eh bien, il est stocké sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. Donc, item vrai. Donc, l'item D, le glucose est un aldohexose dérivant du déglycéraldéhyde car il possède une fonction aldéhyde et 7 carbone. Donc là, c'est assez subtil parce qu'il y a pas mal d'informations, mais l'item est faux. Donc, le glucose, c'est bien un aldose dérivé du déglycéraldéhyde. Donc, la première partie, c'est juste. Mais la fin, 7 carbone, c'est faux parce que comme vous le voyez ici, on compte 6 carbones. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, c'est faux. Faut faire attention à bien lire l'intégralité de toute la phrase. Et puis même aldohexose, exose, ça fait penser à 6 carbone. Donc, voilà. Ça peut être un petit indice. Item E, un ose est de série L si le OH de l'avant-dernier carbone est à gauche. Alors cet item est vrai. Comme vous pouvez le voir ici avec le déglucose, on a le carbone 1, 2, 3, 4, 5 au bout du 5e carbone, qui est l'avant-dernier du coup. On a le OH qui est à droite, donc il est de série D. Alors que ici, dans le L-glucose, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez le OH qui est à gauche. Donc, on est dans une série L. Faut vraiment faire attention à ces petits détails. Voilà. Donc, les QCM5, on a les réponses vraies qui sont l'item C et l'item E. QCM6, à propos des acteurs lipidiques de l'inflammation et de l'allergie. Item A, les enzymes telles que les cyclooxygénases créent des cycles formant les prostaglandines et les thromboxanes. Donc, cet item est vrai. Alors, les cyclooxygénases, on appelle ça aussi la COX, les COX, catalysent la formation de cycles, donc oui, pour produire des prostaglandines et des thromboxanes. Donc, ce sont des lipides et ils sont formés à partir d'acide arachidonique. Donc, les prostaglandines, ça permet notamment de protéger la muqueuse gastrique. Et les thromboxanes ont un rôle dans l'agrégation plaquettaire. Ensuite, item B. Les lipooxygénases forment des dérivés sans cycle caractérisés par des doubles liaisons conjuguées appelées leucocytes. Alors, cet item est faux, tout simplement parce que les doubles liaisons conjuguées sont appelées leucotriènes et non pas leucocytes. Faut faire attention et bien lire la fin de la phrase. Item C, les thromboxanes sont pro-agrégants plaquettaires. Du coup, c'est bien vrai, comme je vous l'ai dit pour l'item A, les thromboxanes ont un rôle dans l'agrégation plaquettaire et aussi dans l'immunité. Alors, item D, l'aspirine comme les AINS, donc anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibe l'action des cyclooxygénases. Alors, cet item est vrai. Il faut savoir que l'aspirine, en fait, son but, c'est vraiment de bloquer COX-1 et COX-2 pour l'empêcher de synthétiser la prostaglandine, ou bien elle peut aussi agir directement sur la prostaglandine plutôt, en l'inhibant. En fait, en l'inhibant, il faut savoir que du coup, vu que la prostaglandine, elle stimule la douleur et stimule l'inflammation, donc là on a un plus et un plus. L'aspirine donc va inhiber la prostaglandine et donc avoir un effet antalgique et anti-inflammatoire. Voilà, donc ça c'est des trucs à apprendre. Donc l'item E, les corticoïdes permettent une augmentation des prostaglandines, des thromboxanes et des leucotriènes. Donc là, c'est faux. Alors déjà, les corticoïdes, c'est quoi? C'est des hormones stéroïdiennes dérivées du cholestérol et
ça a des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Du coup, ça veut dire qu'on va pas avoir une augmentation des prostaglandines, mais une diminution, enfin, des prostaglandines et des thromboxanes, dans le cas de l'effet anti-inflammatoire. Et comme ça a aussi un effet immunosuppresseur, on va avoir également une diminution des leucotriènes. Donc l'item E est faux. Ensuite, donc QCM6, les réponses vraies sont les réponses B, C et D. QCM7, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, item A, le cholestérol est formé d'un noyau collane et se nomme donc le 3-bêta-hydroxy 5,6 collane. Cet item est faux parce que le cholestérol est formé d'un noyau cholestène et non pas d'un noyau collane. Item B, les stérides sont des dérivés du cholestérol amphiphile retrouvés dans la membrane plasmique et dans les lipoprotéines circulantes. Donc l'item est faux. Pourquoi ? Du coup, dans cet item, on dit retrouvés dans la membrane plasmique. Donc c'est pas les stérides qui sont retrouvés dans la membrane plasmique, mais les stérols. Donc il faut faire attention, c'est assez subtil. Donc c'est bien les stérols qui composent essentiellement les membranes cellulaires et qui assurent une fluidité et une stabilité de la membrane. En fait, les stérides, ils sont hydrophobes, donc ils peuvent pas être au niveau de la membrane plasmique, c'est pas possible pour eux. Parce qu'il faut pouvoir être capable d'avoir le contact avec le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, ce qui n'est pas possible si on est hydrophobe. Item C. La lipoprotéine lipase est activée par l'apolipoprotéine A1, tandis que la L4 est activée par l'apolipoprotéine C2. Alors cet item est faux parce que c'est l'inverse. La lipoprotéine lipase est activée par l'apolipoprotéine C2 et non pas par l'apolipoprotéine A1. Même chose pour la L4 qui est activée par la A1 et non pas par la C2. Item D, en dehors des repas, le foie produit des lipoprotéines très denses appelées VLDL. Donc l'item est faux parce qu'à la fin de la phrase, il y a marqué très dense et VLDL. Sauf que les VLDL sont des lipoprotéines de grande taille, certes, mais très peu denses. Donc faire attention à ces petites subtilités. Et ce sont les HDL qui sont les plus denses. Donc les VLDL contiennent majoritairement des triglycérides et un petit peu de cholestérol. Et c'est l'inverse pour les HDL, il y a plus de cholestérol que de triglycérides. Donc, item E, le cholestérol est un facteur de risque de décès dans la population générale. Alors, faut faire très attention à ce genre de phrase parce que qui dit cholestérol dit forcément ne dit pas forcément risque de décès. C'est l'excès de cholestérol qui est un facteur de risque et non pas le cholestérol en lui-même. Donc, il faudra faire très attention quand on lit les QCM à ce genre de petits détails. Donc, tout est faux dans le QCM 7. QCM 8, concernant la molécule représentée ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes. Donc c'est une molécule qui tombe assez dans les annales. Donc c'est important de bien comprendre ce QCM. Donc l'item A, cette molécule contient une insaturation. Alors une insaturation, c'est quoi ? C'est une double liaison. Donc là, vous regardez, est-ce que vous voyez deux traits ? Bim. Ici, donc l'item est vrai. Alors, item B, il s'agit d'un céramide si X est un hydrogène. Alors, item vrai, vu que si X est un hydrogène, alors on appelle ça un céramide. Vous trouverez dans le poly de cours tous les exemples qu'on a avec différents X pour cette molécule en particulier. Et faut vraiment bien les voir et bien les réviser parce que ça tombe à chaque fois. Donc vraiment, révisez bien cette partie-là. Donc item C, la liaison pointée par la flèche est une liaison amide. Donc l'item est vrai. Pourquoi ? Une liaison amide, qu'est-ce que c'est ? C'est une liaison covalente entre une fonction acide, donc ici le CO, et une fonction amine, donc c'est le NH. Donc si vous connaissez la définition de la liaison amide, vous vérifiez s'il y a bien une fonction acide, donc là ici le CO, et une fonction amine. Donc l'item est bien vrai. Item D, il s'agit d'un glycospphingolipide si X est anose. Alors, cet item est vrai, et pour rappel, parmi les glycospphingolipides, on retrouve les cérébrosides et les gangliosides. Voilà, donc c'était une petite aparté de cours. Donc item E, il s'agit d'un glycérolipide, donc c'est faux, c'est un sphingolipide. Pourquoi ? Parce qu'un glycérolipide, il y a une base glycérol plus acide gras et une liaison ester. Ici, on n'a pas de liaison ester. Et on a une liaison amide qui est caractéristique d'un sphingolipide, qui est constitué d'une base sphingosine et d'acide gras. Ok, donc l'item E est faux.
Les réponses vraies sont A, B, C, D. QCM 9, item 1. L'hétérochromatine correspond à l'ADN actif qui peut être exprimé en protéines. Alors cet item est faux, car c'est le chromatine qui correspond à l'ADN actif et non pas l'hétérochromatine. Mais il faut savoir quand même que parmi l'hétérochromatine, on en retrouve deux types. On retrouve l'hétérochromatine constitutive qui n'est jamais exprimée, alors que parfois on peut trouver de l'hétérochromatine facultative qui est parfois exprimée. Mais en règle générale, c'est le chromatine qui correspond à l'ADN actif et qui est donc exprimé en protéines. Item B. L'ADN est une chaîne vectorisée de 3' vers 5' résultant d'un enchaînement de nucléotides reliés entre eux par une liaison phosphodiester. Donc il y a une petite subtilité dans cet item qui est faux. C'est vectorisé de 3' vers 5'. C'est faux parce que quand on lit l'ADN, on va plutôt faire aller de 5' vers 3', comme ça. Donc c'est faux. Ensuite, alors item C, la promotion est la première étape du processus de cancérisation. Cet item est faux, car c'est plutôt la deuxième étape. La première étape, eh bien, c'est l'initiation. Donc une cellule normale, sous l'effet de rayons ou d'un virus ou n'importe quel produit chimique, elle passe d'un état normal à une tumeur maligne à travers 3 étapes. Donc, on a l'initiation d'abord, avec le passage d'une cellule normale à une cellule initiée. La promotion, avec le passage d'une cellule initiée à une lésion précancéreuse. Pour enfin progresser à une tumeur maligne. Donc voilà. Donc, c'est 3 étapes. Initiation, promotion, progression. Item D, toutes les maladies génétiques sont héréditaires, c'est faux. Et il y a des maladies génétiques qui sont acquises au cours de la vie. On peut prendre l'exemple de la leucémie. Item E, pour analyser un gène spécifique, on utilise le séquençage de Sanger et Fish. Alors cet item est vrai, c'est une chose à savoir. En gros, quand on veut analyser un gène spécifique, on utilise le séquençage de Sanger. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour analyser l'ensemble du génome, on va plutôt se servir du séquençage haut débit. Le FISH aussi, c'est une technique qui permet donc de repérer des anomalies chromosomiques ou des délétions spécifiques d'un gène sur un chromosome donné. Donc, l'item E est vrai. QCM 9, réponse juste E uniquement. QCM 10, indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Item A, chez les virus, l'information génétique n'est portée que par l'ADN. Alors attention, c'est pas uniquement porté par l'ADN, ça peut être porté par l'ARN. Donc c'est faux. Ensuite, item B, bêta 0 est la forme de bêta-thalassémie la plus grave car il n'y a pas de synthèse de chaîne de bêta-globine dans le sang. Alors cet item est vrai. La forme la plus grave, c'est bien la B0, la bêta 0, car en fait, il n'y a pas de synthèse de chaîne de bêta-globine. Donc, on a une absence totale de cette chaîne, ce qui fait que c'est l'une des formes les plus graves. Parce que, comme vous pouvez le savoir, dans l'hémoglobine, on a des chaînes bêta, des chaînes alpha. Si on n'a pas de chaîne bêta, donc on a moins d'oxygène fixé, donc c'est très grave. Item C, l'ARN-R permet de synthétiser des protéines. Alors oui, l'item est vrai. L'ARN-R, c'est l'un des principaux composants du ribosome, juste ici, qui permet de faire la traduction, donc c'est-à-dire à partir de l'ARN-M, produire des protéines. Donc c'est cette machinerie qui va le faire. Ici, vous pouvez voir 3 petites cases. Ça permet de lire les 3 codons et de pouvoir créer un acide aminé qui va sortir. Donc l'ARN-R, c'est ça, et vous voyez qui constitue le ribosome. Donc l'item C est vrai. Item D. Les boucles des ARNT sont caractéristiques car elles contiennent des sucres et des bases modifiées. Cet item est vrai. Il faut savoir que l'ARNT, comme transport, permet d'acheminer les acides aminés jusqu'au ribosome et de les assembler pour donner donc une chaîne peptidique. Comme vous pouvez le voir ici, l'ARNT, il a une structure en trèfle
avec plusieurs régions importantes. On a la boucle anticodon qui contient l'anticodon qui reconnaît un codon spécifique de l'ARN messager. On a le bras accepteur qui se lie à un acide aminé spécifique via une enzyme bien précise. Ensuite, on a les boucles D et les boucles T qui permettent de stabiliser l'interaction avec le ribosome. Et il faut savoir que chaque ARNT est spécifique d'un acide aminé et a un anticodon complémentaire de l'ARNM. Item E, la forme majoritaire de l'hémoglobine chez l'adulte est alpha-2 gamma-2. Alors cet item est faux parce que alpha-2 gamma-2 c'est la forme majoritaire chez le fœtus. Ici on parle de l'adulte, donc il faut faire attention à bien faire distinguer la forme majoritaire de l'hémoglobine en fonction de si on est chez l'adulte ou le fœtus. Donc là, pour l'adulte, c'est alpha-2 bêta-2. Ah oui, l'alpha-2 bêta-2 est communément appelé l'hémoglobine A. Donc item 10, les réponses justes sont B, C et D. QCM 11, à propos des acides aminés et des protéines. Item A, les hormones thyroïdiennes T3 et T4 agissent par l'intermédiaire des récepteurs nucléaires du fait de leurs propriétés lipophiles. Alors, cet item est vrai. Il faut savoir que T3 et T4 agissent bien par l'intermédiaire des récepteurs nucléaires, car leur lipophilie, en fait, elle leur permet de traverser la membrane cellulaire et d'atteindre ces récepteurs. Donc en gros, T3 et T4 traversent la membrane cellulaire grâce à leur lipophilie, puis se fixent à ces récepteurs nucléaires pour réguler l'expression des gènes. Faut juste retenir que si automatiquement elles rentrent dans des récepteurs nucléaires, c'est qu'elles ont la capacité de rentrer dans la cellule. Et si elles rentrent dans la cellule, c'est qu'elles sont lipophiles. Item B, une dose journalière de thyroxine, donc T4, est administrée dans le traitement de l'hyperthyroïdie. Alors l'item B est faux. Pourquoi? Donc l'hyperthyroïdie, c'est une surproduction d'hormones thyroïdiennes, donc notamment T3 et T4. Donc vous imaginez bien que si on a une hyperthyroïdie, on va pas amplifier ce phénomène, et donc c'est plutôt dans le cas de l'hypothyroïdie qu'on va administrer de la thyroxine. Ensuite, item C, l'absence de phénylalanine hydroxylase entraîne une encéphalopathie très grave à l'origine d'un retard mental. Cet item est vrai. Item D, la diminution de pH et de la PCO2 déplace la courbe de saturation de l'hémoglobine vers la droite. Alors c'est faux parce qu'il faut faire attention à cette partie de la phrase. C'est bien la diminution de pH, mais c'est une augmentation de la PCO2 qui vont déplacer la courbe de saturation de l'hémoglobine vers la droite. Je vous invite à reprendre la courbe de saturation de l'hémoglobine. Item E. Le radical de la tyrosine n'est pas hydrophobe du fait de son hydroxylation par la phénylalanine hydroxylase. Alors cet item est vrai, car il faut savoir que la phénylalanine, elle est hydrophobe. C'est un acide aminé hydrophobe de par son groupement phényl. Ensuite, le passage de la phénylalanine à la tyrosine se fait grâce à la phénylalanine hydroxylase qui va rajouter à une polarité, donc groupement hydroxyle à la phénylalanine, qui va donc produire une tyrosine qui est hydrophile et non pas hydrophobe. Faut faire attention. Donc QCM 11, on a les réponses A, C et E qui sont vraies. QCM 12, indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Donc item A, le glucose 6-phosphate est un intermédiaire de la glycolyse. Alors là, vous reprenez les étapes de la glycolyse. Et effectivement, le glucose 6-phosphate, c'est un intermédiaire de la glycolyse. Ici, notamment dans la première étape. Voilà. Item B, le maltose est un diholoside réducteur. Cet item est vrai. Donc, il peut intervenir dans des réactions d'oxydation. Il faut savoir que le sucre est réducteur s'il a des fonctions aldéhyde et cétone libre, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il a deux sucres, donc c'est diholoside, et il est réducteur parce qu'il a des fonctions alcool et aldéhyde, enfin plutôt des fonctions alcool libres. Donc, l'item B est vrai. Item C, l'amidon est constitué d'amylose et d'amylopectine. Alors c'est bien vrai. L'amidon est davantage constitué d'amylopectine et tout de même constitué d'amylose, mais en moindre quantité. Et l'amidon, c'est quoi? C'est un glucide
qui est notamment la réserve d'énergie des plantes. Voilà. Item D. L'acide déhydroascorbique est la forme oxydée de la vitamine C. Alors cet item est vrai, comme vous pouvez le voir ici, on a l'acide ascorbique et l'acide déhydroascorbique. La seule différence qu'on peut voir, eh bien, c'est le passage de ces deux fonctions alcool en fonction cétone. Donc, le OH s'est oxydé en double liaison O, qui est représentative de l'acide déhydroascorbique. Donc oui. Item E, la pyruvate déshydrogénase intervient lors d'une réaction de décarboxylation réversible dans laquelle le pyruvate en présence de NAD+, et de coenzyme A donne un acétyl-CoA. Alors on va reprendre tout ça. Donc c'est faux parce que c'est une réaction qui est irréversible et donc c'est une étape aussi qui est clé dans le métabolisme énergétique qui va permettre de relier la glycolyse au cycle de Krebs. C'est une réaction qui a lieu dans la matrice mitochondriale, donc comme vous pouvez le voir ici, le cytosol, la mitochondrie. L'enzyme clé de cette réaction, c'est la pyruvate déshydrogénase. Donc on va avoir le pyruvate qui perd un carbone sous forme de CO. Donc vous le voyez ici en train de sortir de la réaction, on va dire. Et on va avoir un NADH. Et on va avoir un NADH qui va être produit juste ici, qui va permettre de générer de l'ATP dans la chaîne respiratoire. Donc QCM12, les réponses vraies sont A, B, C, D. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire la correction de l'examen blanc en distanciel de biophysique. Donc pour commencer, on va corriger un QCM sur les solutions. Donc on va commencer avec le QCM 13. Alors soit 150 ml de solution de nitrate de calcium et de sodium de masse 300 mg, de formule CaNaNO3 de masse molaire 120 g par mol avec un alpha de 0,5. Donc donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes. Alors A, la molarité de cette solution est d'environ de 20 mmol par litre. Donc pour trouver la molarité, il faut donc soit commencer par chercher la concentration massique, non la concentration molaire, non la concentration molaire en faisant M sur V et ensuite diviser par la masse molaire. Donc en remplaçant par des chiffres, on trouve 0,17 qui est environ égal à 0,20 mol par litre, donc 20 mmol par litre. On peut aussi chercher la molarité en cherchant d'abord la quantité de matière N en faisant M sur grand M. Donc une fois la quantité de matière obtenue, on peut donc calculer la molarité en faisant N sur V et on trouve le même résultat. Donc l'item A est vrai. Ensuite, on nous demande de calculer le coefficient d'ionisation. Donc la formule du coefficient d'ionisation I est égale à 1 plus alpha facteur de P-1. Donc en remplaçant par les chiffres, on va trouver 1 plus 0,5 facteur de 5 moins 1 qui est égal à 3. Donc ici, donc alpha on l'a déjà, c'est 0,5. P c'est le nombre de particules. On sait que la molécule va se dissocier en Ca2+, en Na+, et en 3NO3-. Donc c'est pour ça qu'on a P est égal à 5. Donc la B est fausse. Ensuite, la C, la concentration équivalente en ion calcium est de 20 mEq par litre. Donc la formule de la concentration équivalente, c'est la concentration molaire fois le nombre de charges fois le nombre de particules. Donc ici, la concentration de calcium est de 20 mol par litre. Non, 20 millimoles par litre, pardon. Donc ça fait 0,02 fois 1, parce qu'on n'a qu'une molécule de Ca2+, et fois 2, parce qu'on a 2 charges plus.
ce qui nous donne 40 milli-équivalents par litre. Donc l'item C est faux. Ensuite, l'item D, la concentration équivalente en ion nitrate est de 60 milli-équivalents par litre. Donc on reprend la même formule et on tombe sur 60 milli-équivalents par litre. Et ici la charge est de la charge est de 1 parce qu'on a un moins, mais le nombre de particules c'est 3 parce que on obtient 3 NO3- quand la molécule se dissocie. Et enfin, l'item E, l'osmolarité de la solution est de 40 osmoles par litre. Donc ici, on va chercher à calculer l'osmolarité de la molécule. Donc on a le coefficient I qui est de 3 qu'on avait trouvé à l'item B et on prend juste la molarité qui est de 0,02, on fait x3 et on obtient 0,06 osmoles par litre et donc 60 milliosmoles par litre qui n'est pas du tout 40 osmoles par litre. Voilà, donc voici les propositions vraies. Ensuite, on va passer au QCM 14 qui traite des propriétés colligatives. Alors, donc, on nous demande, voici l'énoncé, soit une cuve séparée en 2 compartiments par une membrane semi-perméable. Le compartiment A contient une solution composée de 6 grammes d'urée et de 9 grammes de glucose dans 1 litre d'eau. Le compartiment B contient de l'eau pure. Données, masse molaire du glucose est égale à 180 grammes par mol. L'urée, c'est 60 grammes par mol. La constante cryoscopique de l'eau, c'est Kc, qui est égale à 2 degrés Celsius par osmole par kilogramme. Le R est égal à 8 joules par kilogramme par mol. Et la température, c'est 298 Kelvin. Concernant ce système, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes. Donc A, l'abaissement cryoscopique de la solution A est de 0,3 degrés Celsius. Pour résoudre cet item, il faut connaître la formule. Donc c'est delta θ est égal à moins l'osmolarité fois la constante Kc. Donc ici, il faut calculer l'osmolarité. Donc on va calculer l'osmolarité de l'urée, qui est de 6 sur 60. Vu que l'urée ne se dissocie pas, donc il y aura pas de coefficient d'ionisation. Donc l'osmolarité est égale à la molarité. Et ensuite, pareil pour le glucose, on va faire 9 sur 180. Et on additionne les deux et on fait fois le coefficient de la constante cryoscopique de l'eau. Et il faut pas oublier le moins. Donc en faisant tout ça, on obtient bien moins 0,3 degrés Celsius, qui est donc pas 0,3. Donc il faut pas oublier le moins devant le Kc. Donc ensuite, B, nous sommes en présence d'une solution idéale. Donc ici c'est vrai parce qu'on voit que la solution elle est diluée. Et voilà. Ensuite, la C, la membrane semi-perméable permet le déplacement d'eau. Donc c'est vrai. Donc la membrane permet de déplacer l'eau, mais pas les solutés. Ensuite, la D, la pression osmotique qui s'exerce sur la membrane est de 357 600 pascal. Alors pour cet item, il faut connaître la formule de la pression osmotique. Donc c'est pi égale à R fois T fois l'osmolarité. Et donc, en connaissant la formule, on va l'appliquer à notre item. Donc R c'est 8, donc on fait 8 fois 298 fois 0,15 qui est l'osmolarité qu'on avait trouvé fois 1000 parce que l'osmolarité c'est
c'est en osmol par mètre cube, donc il faut pas oublier de convertir en mètre cube, ce qui nous donne bien à la fin le même résultat. Donc D est vrai. Ensuite, E, si on remplace la membrane par une membrane perméable au glucose, la pression osmotique qui sera exercée est de 119 200 pascal. Donc ici, comme la membrane est perméable au glucose, on va juste calculer l'osmolarité de l'urée, qui ne passe donc pas la membrane. Donc en calculant l'osmolarité de l'urée, on va obtenir 0,1. Donc on applique ça à la formule, donc ça fait 8 fois 298 fois 0,1 fois 1000, donc faut pas oublier le mètre cube, et tout ça, ça donne 238 400 pascal. Donc c'est l'item E est bien faux. Donc maintenant, on va passer au QCM 15, qui traite des rayonnements ionisants. Donc à propos des conséquences des interactions des rayonnements ionisants, la dose efficace est mesurée en sieverts. Donc ça c'est vrai, c'est du cours. Donc en effet, quand on parle d'un risque, on va exprimer la dose en sieverts. Donc pour la dose efficace et la dose équivalente, on va les exprimer en sieverts parce que les deux doses prennent en compte soit le rayonnement, soit le tissu irradié. Et pour la dose absorbée, donc on va l'exprimer en becquerel parce que on parle pas de risque. Donc la A est vraie. Ensuite B, la dose équivalente d'un tissu irradié par des rayons X est 20 fois plus importante que celle d'un tissu irradié par les particules alpha. Donc c'est faux, c'est l'inverse parce que la dose équivalente d'un tissu irradié par les particules alpha est 20 fois plus importante que celle d'un tissu irradié par des rayons X. Donc ça, on voit à travers le facteur de pondération qui est dans le cours. Donc alpha, on voit que le facteur est de 20, alors que pour les rayons X, le facteur est de 1. Donc la B est fausse. Ensuite, la C, la dose équivalente ne prend pas en compte la radiosensibilité de l'organe ou du tissu touché par la radiation. Donc ça, c'est vrai. C'est la dose efficace qui prend en compte ce facteur-là. Ensuite, D, une feuille de papier peut arrêter les particules alpha. Donc c'est vrai. Les particules alpha, ils laissent beaucoup, ils sont facilement arrêtés par juste une feuille de papier parce que ils transmettent beaucoup d'énergie sur une très faible distance. C'est pour ça qu'une feuille de papier suffit. Donc la D est vraie. Ensuite la E, plus le TEL est grand, plus la quantité d'énergie cédée sur une petite distance est grande. Donc ici c'est vrai, parce que le TEL mesure l'énergie déposée par unité de longueur de trajectoire. Donc plus un TEL est élevé, plus l'énergie déposée est grande sur une courte distance. Voilà, donc les items A, C, D et E sont vrais. Ensuite, le QCM 16, on va traiter des transformations radioactives. Donc A, lors de la transformation β+, il y a émission d'un électron positif et d'un antineutrino. Donc cet système est faux parce que dans une transformation β+, on a l'émission d'un neutrino et non pas d'un antineutrino. Et bien sûr, il y a l'émission d'un électron positif. Ensuite, B, les photons de luminescence émettent un spectre de raies. Donc ça, c'est vrai parce que les photons de luminescence sont caractéristiques de chaque atome. Donc c'est pour ça qu'on obtient des raies et non pas un spectre continu. Ensuite, C, la réaction d'annihilation est possible lors de la transformation bêta. Donc c'est vrai, dans une transformation bêta+, on produit un positon et donc c'est l'antiparticule de l'électron et donc il va subir une annihilation qui va produire deux photons gamma
à 180 degrés l'un de l'autre. Ensuite, l'annihilation d'un positon entraîne l'émission d'un photon gamma. Donc c'est faux parce que ça entraîne l'émission de 2 photons gamma au lieu d'un seul. Et enfin, lors d'une conversion interne, nous observons un spectre de raies. Donc ça c'est du court, c'est vrai. Donc la correction, c'est nous aurons l'émission de spectre de raies dû au fait que contrairement aux transformations bêta, l'énergie cinétique de l'électron pourra être calculée, ce qui produira un spectre de raies. Donc les items vrais sont B, C et E. Bon je vous laisse Maxime qui vous corrigera la suite des QCM. Ok, donc on va faire la suite de la correction avec du coup le QCM 17 qui traitera de plusieurs radioéléments et donc de filiation radioactive entre ces éléments. Donc on va utiliser beaucoup le tableau que vous allez voir en face avec les différents éléments. Donc premier item, on traite du rubidium 82 qui peut se désintégrer en yttrium. Ça se voit assez vite. Vous savez qu'un élément est d'autant plus stable que son énergie de masse est faible. Donc ici, il suffit juste de revoir si le rubidium peut se transformer en yttrium, donc c'est-à-dire de vérifier si le rubidium a une énergie plus grande que celle de l'yttrium. C'est ce qu'on vous a marqué ici dans la correction. On vous précise en plus qu'il se fera donc sous forme de bêta+, et donc c'est ce qu'on va étudier ensuite donc pour les autres éléments. Le brome 82 peut se désintégrer en sélénium 82 via une émission bêta+. Là, on cherche encore une fois la même chose. Donc on regarde tout d'abord si le brome a une énergie plus importante que celle du sélénium. On regarde ensuite du coup le nombre de protons, donc le chiffre Z, entre le brome et le krypton, qui devrait être plus élevé donc pour le brome. Et on vérifie ensuite que le seuil d'énergie soit supérieur à 1,022. Dans ce cas-là, il va être plus faible. Donc on aura plutôt une capture électronique et non une bêta+. Il faut bien faire attention à ce seuil dans les cas des bêta+, parce que forcément s'il n'est pas atteint, vous auriez une conversion électronique et non une transformation bêta+. Dans l'item C, on vous demande l'énergie de liaison du brome 82 supérieure à celle du krypton 82. Donc ça, c'est un item qui est faux. Donc le krypton 82, comme vous voyez dans le tableau, est obtenu par désintégration du brome 82, donc ça veut dire qu'il est plus stable que le brome 82, et donc forcément l'énergie de liaison du krypton sera supérieure à celle du brome. Ça c'est un point de cours, c'est un point que vous retrouvez dans le cours, pardon. Donc l'item D, lors d'une filiation radioactive, la période du fils n'est pas toujours la même que celle du père. Donc ça, c'est encore une fois un point de cours. Il n'y a pas forcément de rapport entre la période et la stabilité de l'élément. C'est ce que vous pouvez retrouver aussi dans le tableau. Vous voyez que la période de l'yttrium qui est plus faible que la période du strontium qui est plus stable, mais que la période du strontium qui est donc moins stable que la période du rubidium est plus faible. Donc il n'y a pas forcément de rapport. L'item est donc vrai. L'yttrium 82 n'est pas un atome radioactif. Donc on peut savoir que l'atome est radioactif seulement s'il ne se désintègre pas, donc s'il est stable. Là on voit que l'yttrium est l'élément le moins stable dans le tableau, donc il est forcément radioactif. Encore une fois, on voit qu'il est le moins stable parce que son énergie de masse est la plus élevée. Donc les items vrais dans ce QCM étaient seulement le D. Ensuite, pour le QCM 18, on va traiter des rayonnements ionisants. Donc on vous donne la constante de Planck qui est donc H qui est égale à 6,62 fois 10 puissance moins 34 en joules par seconde. Enfin en joules fois seconde, pardon. Et le TLF des électrons dans l'eau qui est de 3,2 fois 10 puissance moins 17 joules par micromètre. Dans le premier item, on vous parle d'un photon qui est émis donc avec une fréquence de 10 puissance 17 Hz. Et on vous demande s'il a une énergie de 6,62 fois 10 moins 12 joules. Donc pour calculer ça, vous avez une formule qui est tout simplement la formule de l'énergie, donc E égale H nu.
avec nu qui est donc la fréquence de l'électron, enfin la fréquence du photon, pardon. Donc vous faites le calcul, 6,62 fois 10 puissance moins 34 fois 10 puissance 17. Non, c'est un calcul qui est assez vite, c'est juste une soustraction de puissance. Et donc, vous voyez à la fin que vous trouvez une énergie de 6,62 fois 10 puissance moins 17 joules, donc, et non pas moins 12, ce qui fait que l'item est faux. Deuxième item, l'énergie de ce photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde d'émission. Ça, c'est un remaniement de la formule qu'on a vue précédemment. Donc, vous savez que E égale H nu, c'est la même chose que HC sur lambda, avec lambda la longueur d'onde. Donc vous voyez bien que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, car si l'énergie augmente, la longueur d'onde va diminuer, ou bien sûr l'inverse. Donc l'item est vrai. Ce photon va pouvoir interagir par effet photoélectrique avec les tissus mous du corps humain. Alors ça, c'est un item qui est un peu plus compliqué. Déjà, la première chose à faire, c'est de savoir si le rayonnement est ionisant. Donc c'est-à-dire à savoir si sa longueur d'onde est inférieure à 0,1 micromètre. Donc si on calcule par rapport à la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc E égale HC sur lambda, on isole lambda, donc on aurait HC sur E. On trouve que la longueur d'onde serait de 3 nanomètres. Donc le rayonnement pourrait être ionisant. Par contre, pour savoir si ça se fait par effet photoélectrique, il faudrait calculer donc l'énergie du rayonnement, qu'on avait donc calculé au tout début. On avait trouvé 6,62 fois 10 puissance moins 17. Ça, il faut le convertir donc en mégaélectronvolts, parce que vous savez que le seuil des effets photoélectriques est donc inférieur à est inférieur à 1 mégaélectronvolt. Fait que si on calcule, on trouvera une énergie à la fin de 413 électronvolts, ce qui est donc inférieur à 1 mégaélectronvolt. Donc l'effet serait photoélectrique, ce qui fait que l'item est vrai. Encore une fois, c'est un item qui est assez compliqué. Vous retrouverez certainement pas ça en concours parce que c'est un peu trop long à faire. Donc item D, sa distance d'arrêt dans l'eau est d'environ 2 micromètres. Ici, on a donc le TLE qui va nous servir beaucoup. Donc on calcule. Donc là, on sait que la distance d'arrêt, c'est E sur le divisé par le TLE. Donc si on fait l'application numérique, on a bien 6,62 fois 10 puissance moins 17 qui est l'énergie, divisé par le TLE, donc 3,2 fois 10 puissance moins 17. On obtient 2,06 en micromètres, ce qui est donc environ 2 micromètres, ce qui fait que l'item est vrai. Mais bon, ok. Item E. Les photons font partie des rayonnements indirectement ionisants et ne peuvent pas interagir avec la matière par collision. Ça, donc c'est vrai. Les photons, ils ne peuvent pas interagir par collision pour la simple et bonne raison que ce sont des particules massiques. Donc du fait qu'ils n'ont pas de masse au repos, on ne va pas pouvoir avoir de collision avec d'autres particules du type électron, proton ou neutron. Donc les items vrais étaient B, C, D et E. Et le dernier QCM, donc le QCM 19, traite du chapitre de la radioprotection. C'est un QCM donc qui fait essentiellement appel à des notions de cours. Il n'y a pas de calcul spécial à faire ici. C'est vraiment juste du cours, comme beaucoup de QCM dans ce chapitre. Donc premier item, la composante cosmique est la même à Toulouse qu'au sommet du Mont Blanc. Ça fait appel donc au rayonnement cosmique. On sait que les rayonnements cosmiques doublent tous les 1500 mètres et que forcément la hauteur du Mont Blanc est plus haute que la hauteur de la ville de Toulouse. Donc on sait que la composante cosmique sera pas la même entre Toulouse et le Mont Blanc, qu'elle sera donc plus élevée pour le Mont Blanc. L'item est donc faux. L'item B, le corps humain est radioactif. Ça, encore une fois, ça fait appel à du cours. On sait que le corps humain est composé donc d'atomes qui proviennent du Big Bang, donc du début de l'univers. C'est pour ça qu'on contient des éléments radioactifs, notamment du carbone 14 et du potassium 40. Donc l'item est vrai. C'est la source principale de radiation non naturelle provient de l'industrie. L'item ici est faux. On sait que la source principale de radiation non naturelle donc est médicale et non pas industrielle. On voit que donc la composante médicale est d'environ 33%, là où la composante industrielle est d'environ 0,3%, ce qui est beaucoup plus faible. Donc l'item est faux.
La conséquence, des effets stochastiques et la mort de la cellule, ça, c'est faux également. Tout simplement parce que les effets stochastiques, justement, n'induisent pas la mort des cellules. Ils vont être compatibles avec la survie de la cellule, ce qui va apporter donc de nombreuses mutations et qui pourra entraîner par la suite notamment des cancers. Les effets donc qui vont entraîner la mort de la cellule seront plutôt les effets déterministes ici. Donc l'item est faux. Et dernier item, pour se protéger de l'exposition interne, il faut utiliser des écrans protecteurs adaptés au rayonnement. Ici, pas forcément besoin de réfléchir beaucoup, on parle de l'exposition interne, donc c'est-à-dire les particules ou les rayonnements qui sont directement en contact avec le corps. C'est-à-dire donc que les écrans seraient inutiles dans le sens où les rayonnements ionisants donc, sont déjà en contact avec la peau ou avec le corps, ce qui fait que peu importe l'écran que vous utiliserez, ça ne servira à rien. Donc on n'utilise que des écrans pour les expositions externes et non internes, ce qui fait que l'item est faux ici. Donc seul l'item B dans ce QCM était vrai. Voilà, du coup on a fini la correction de la partie biophysique. On espère que vous n'avez pas trop perdu et que vous réussirez bien votre examen. Donc c'était Maxime Rosali pour la partie biophysique. Alors, maintenant, on va passer à la partie physiologie. Alors, au QCM 20, on nous dit à propos de l'homéostasie et de la communication dans l'organisme, il est vrai que, alors, item A, l'homéostasie permet de tamponner, détecter et avertir. Alors ça, c'est faux. L'homéostasie, ça permet effectivement de tamponner et de détecter, mais ça permet surtout de corriger et non pas avertir. Alors, item B, la réponse hormonale après formation du complexe hormone-récepteur dépend du domaine de transduction. C'est vrai. Item C, la communication endocrine est extrêmement compliante. Une réduction cellulaire majeure n'altère pas sa fonction. C'est aussi vrai, hein. Par exemple, si vous avez un patient et qui perd, à qui on enlève une de ses surrénales, l'autre va compenser la fonction de la deuxième. Donc c'est vrai. Item B, la réponse hormonale est dite sensible et aspécifique. C'est faux. La réponse hormonale est sensible et spécifique. Et item E, le rythme circadien dans la période est de 20 à 28 heures, et aussi considéré comme le rythme nictéméral permettant de se caler sur le rythme jour-nuit. Celui-ci est décalé lors des vols transméridiens, surtout dans le sens est-ouest. Alors, tout est vrai, sauf la partie sens est-ouest, où c'est dans le sens ouest-est. Donc, pour le QCM 20, c'était les items B et C qui étaient vrais. Donc pour la question 21, alors ce qui est surtout important de relever là, c'est qu'on a une patiente qui souffre d'une insuffisance cardiaque droite et qu'elle elle a fait une prise de poids rapide, donc elle est passée de 50 à 60 kg. Donc pour l'item A, le volume extracellulaire de la patiente est actuellement égal à 10 litres. Ça va être faux parce que d'une part, si on calcule bêtement 20% à partir de 60 kg, on tombe sur 12 litres. Donc on a le calcul juste ici. Et d'autre part, vu que c'est une prise de poids rapide, on peut considérer que les 10 kilos qu'elle a pris, même si c'est pas précisé que c'est sur un court laps de temps, ça va être des kilos qui sont en grande majorité de l'eau et que donc là, son bilan, il est complètement déréglé. Pour l'item B, donc un bilan biologique n'est pas nécessaire pour affirmer que la diminution de la pression oncotique plasmatique a contribué à la formation de ces œdèmes. Il va être faux aussi parce que d'une part, on dit jamais non sur un bilan biologique, et ensuite là, la pression oncotique plasmatique, c'est peut-être pas forcément celle qui a joué un plus grand rôle, mais ce serait plutôt en fait la pression hydrostatique capillaire à cause de l'insuffisance cardiaque droite. Pour l'item C, du coup, l'apparition de ces œdèmes peut être due à l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire. C'est ce qu'on vient de dire, donc ce sera plutôt ça. Donc l'item est vrai. Pour l'item D, l'œdème est une accumulation de liquide en intracellulaire. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand on a des œdèmes, c'est plutôt le secteur interstitiel qui est très distensible. Là où, en fait, en intracellulaire, ça va très peu varier, sauf en cas de déshydratation assez extrême. Donc l'item est faux. Et ensuite, pour le dernier, l'augmentation du débit lymphatique, par exemple grâce à la marche, permet de la diminution de ces œdèmes. L'item va être vrai aussi parce que ça permet en fait d'activer tous les vaisseaux qui sont dans les jambes à travers les muscles. Donc les réponses au final c'est C et E. Alors, on va maintenant passer au QCM 22. Là, on nous parle d'un patient qui n'a pas bu et pas mangé depuis 48 heures et qui présente des œdèmes généralisés.
et sur son bilan biologique, on peut noter qu'il a une kaliémie à 2,9 mmol par litre, une natrémie à 154, une protidémie à 48 et un hématocrite à 0,32. Donc on va passer à l'item A. Son volume interstitiel est augmenté et peut être mesuré grâce à la technique du bleu Evans. Alors c'est faux, hein. Son volume interstitiel est effectivement augmenté parce qu'il présente des œdèmes, mais le bleu Evans, ça permet de mesurer le volume plasmatique. Alors pour information, on peut pas mesurer le volume interstitiel directement avec des techniques. Pour ça, on mesure le volume extracellulaire et le volume plasmatique et on fait la différence des deux. Item B. Ce patient a des antécédents d'arythmie cardiaque. C'est la valeur élevée de la natrémie qui vous inquiète le plus. Alors c'est faux. La valeur qui nous inquiète le plus, c'est la kaliémie, qui doit être comprise entre 3,5 et 5. La kaliémie, quand on a une hypo ou une hyperkaliémie, ça peut provoquer des arythmies cardiaques qui peuvent être très graves. Donc c'est ça qui est le plus important. Item C, sa pression osmotique efficace est égale à 312 mmol par kg. Alors ça c'est faux. Quand la pression osmotique efficace, c'est 2 fois la concentration en ion Na+, ce qui nous donne 308 mmol par kg dans ce cas-là. Ça aurait été vrai 312 si le patient était diabétique, parce qu'on aurait dû aussi compter la concentration en glucose, donc celle qui s'est mise. Alors, item D, sa pression osmotique totale est égale à 316 mmol par kg. C'est vrai, la pression osmotique totale est différenciée de la pression osmotique efficace. C'est 2 fois la concentration en ion Na+, plus la concentration en urée, plus la concentration en glucose, et ça fait bien 316 dans notre cas. En se basant sur les valeurs de l'hématocrite et de la protidémie, on peut en déduire qu'il y a une augmentation du volume plasmatique. C'est vrai, hein. Quand l'hématocrite et la protidémie varient dans le même sens, donc il y a une baisse de l'hématocrite et une baisse de la protidémie, ça veut dire qu'on a une augmentation du volume plasmatique. Et si ça avait été une augmentation de l'hématocrite et une augmentation de la protidémie, ça aurait été une baisse du volume plasmatique. Donc les items qui étaient vrais pour le 22, c'était les D et E. Donc, à propos de la physiologie musculaire, l'item A, ça va être la précharge va avoir pour rôle de conditionner la longueur de la FMSS avant sa contraction. Donc, cet item, il va être vrai parce que la précharge, c'est elle qui va déterminer la longueur du muscle et donc le degré d'engrainement des différentes fibres et donc la manière dont elle va pouvoir se contracter ou non. Pour l'item B, on a une contraction isométrique qui est mise en place si la force musculaire développée est suffisante pour soulever la post-charge. Alors cet item il va être faux parce qu'en fait la contraction isométrique c'est la contraction qui est maximale où en fait on permet d'éviter que le muscle soit allongé à cause de la post-charge, mais en même temps il n'est pas assez suffisant pour pouvoir la ramener vers lui, donc la tirer. Ce qui fait qu'on est vraiment dans cette zone de résistance mais où il n'y a pas de mouvement. Si on va avoir un mouvement qui permet de soulever la post-charge, donc de raccourcir le muscle, on sera dans une contraction concentrique, et à l'inverse, ce sera la contraction excentrique. L'item C, l'unité élémentaire de la FMSS est le sarcomère, étant constitué de myofilaments fins de myosine et de myofilaments épais d'actine. Alors là, c'est faux, c'est assez piège, en fait c'est inversé, donc c'est des myofilaments fins d'actine et épais de myosine. L'item D, la phosphorylation oxydative permet la formation des 36 ATP, donc sous-entendu à partir d'une molécule de glucose, parce que sinon on ne peut pas calculer grand-chose. Donc en effet, on considère que une molécule de glucose, après avoir passé la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, ça permet la formation de 36 ATP. À 108% de la longueur physiologique, nous observons une diminution de la tension car nous sommes en dehors de la longueur physiologique qui est de 100%. Alors, en soi, c'est pas tout à fait faux parce qu'on a la longueur physiologique qui est à 100%, mais le truc c'est qu'en fait on a une petite marge de manœuvre quand même, donc entre 90 et 110% de la longueur physiologique, on est quand même au maximum de la tension que peut développer le muscle, donc dans un engrainement qui est vraiment optimal, ce qui fait que l'item est faux. Donc on a finalement comme réponse juste A et D. Alors QCM24, la cellule nerveuse est très excitable. Il faut donc un grand déplacement de charge pour générer un potentiel d'action. C'est faux, hein. Elle est effectivement très excitable. Du coup, il y a juste besoin d'un petit déplacement de charge pour générer le potentiel d'action. Item B, il n'y a pas de substance grise dans la moelle puisqu'elle n'a qu'une fonction de conduction des influx provenant du cerveau supérieur et inférieur.
Alors c'est faux. La moelle, elle a bien une fonction de conduction, mais elle a aussi de la substance grise qui lui permet de générer des réflexes, qui soient vasculaires, gastro-intestinaux ou nociceptifs. Par exemple, une coupure de la moelle épinière n'empêche donc pas ceci de toujours avoir lieu. Voilà. Item C, la substance blanche dans le cerveau inférieur est organisée en noyaux. C'est faux, c'est la substance grise. Item D, le potentiel de repos du neurone de moins 70 mV repose sur un gradient de concentration ionique maintenu par une pompe Na+, K+, ATPase. C'est vrai. Et enfin, item E, le potentiel de membrane du neurone s'appuie sur une forte concentration intracellulaire de potassium et extracellulaire de sodium. C'est vrai, ça permet d'avoir un gradient de potentiel d'action qui permet la dépolarisation. Donc pour le QCM 24, c'était les systèmes D et E. Donc pour le QCM 25, on a l'item A qui est les potentiels d'action perdent plus d'amplitude dans une fibre nerveuse de diamètre étroit que dans une fibre de grand diamètre. Donc cet item il est faux parce que d'une part les potentiels d'action c'est des potentiels qui sont qui suivent la loi du tout ou rien. Donc soit on a un potentiel, soit on n'en a pas et il sera codé en fréquence et pas en amplitude. Donc il faut pas le confondre avec les potentiels gradués. Là où la fibre nerveuse et son diamètre va intervenir, ce sera plutôt dans la rapidité de la propagation du potentiel. Pour l'item B, une synapse met en jeu deux cellules dont au moins un neurone. En effet, la synapse, c'est une communication en fait entre un neurone et autre chose, qui peut être un autre neurone, donc avec ses prolongements dendritiques, etc. Mais ça peut aussi être une fibre musculaire, donc là, on va avoir juste un neurone et une autre cellule. Donc cet item, il est vrai. Pour l'item C, un potentiel postsynaptique excitateur induit une hyperpolarisation de la cellule, alors qu'un potentiel postsynaptique inhibiteur induit une dépolarisation de la cellule. Alors en fait, ça va être l'inverse, parce que le potentiel postsynaptique excitateur, vu qu'on est en fait dans un potentiel négatif, il va dépolariser la cellule, ce qui fait qu'il va la ramener en fait vers le positif, et donc déclencher un potentiel d'action. Là où le potentiel postsynaptique inhibiteur, lui, il va l'hyperpolariser, donc en fait avoir l'effet inverse que le PPSE, pour empêcher qu'il y ait une dépolarisation qui va exciter la cellule. Pour l'item D, la sommation temporelle correspond à l'addition d'un deuxième potentiel d'action à un premier pour en former un de plus grande amplitude. Alors là, le piège, il est bien caché parce qu'en fait, de nouveau, c'est pas un potentiel d'action, mais ça va être un potentiel gradué. Mais sinon, l'idée, c'est à peu près la même. On va avoir deux potentiels gradués qui seront suffisamment rapprochés, qui vont permettre en fait à la création ou non d'un potentiel d'action selon l'addition des deux potentiels gradués. Pour l'item E, les neurones peuvent synthétiser des neurohormones qui agissent sur les cellules à proximité. C'est une voie dite paracrine. Alors là, les neurones peuvent effectivement synthétiser des neurohormones, mais elles vont plutôt agir à distance. Donc c'est notamment ce qu'on va retrouver dans le cas de l'axe hypothalamo-hypophysaire, etc. Mais du coup, c'est pas de la communication paracrine, c'est plutôt de la communication endocrine. Et la communication paracrine, même si elle a bien lieu, elle a plutôt lieu à travers les neuromodulateurs et les neurotransmetteurs, donc dans la synapse, qui sont libérés par le neurone. Donc pour le QCM 25, la réponse vraie, c'était la B. Alors QCM 26 maintenant. À propos de la conduction nerveuse, donc l'item A, le potentiel d'équilibre d'un ion dépend non seulement de sa charge, mais aussi de sa concentration extracellulaire et de la perméabilité des membranes. Alors c'est faux. Cela dépend uniquement de la charge et des concentrations intra- et extracellulaires qu'on note K-int et K-ext. Et ça, on peut le voir notamment dans l'équation de Nernst. Item B, à l'état d'équilibre, la force du gradient de concentration d'un ion est compensée par une force électrique de même intensité et de direction opposée. C'est vrai, hein. À l'état d'équilibre, les forces électriques et de concentration sont équilibrées. Cela indique que les deux forces sont égales en magnitude, mais opposées en direction. Donc c'est vrai. Item C, si la concentration extracellulaire de K+ augmente, le potentiel d'équilibre du potassium EK baissera. Alors c'est faux. Une augmentation de la concentration extracellulaire augmentera le potentiel d'équilibre du potassium. Ça on peut le voir notamment avec l'équation de Nernst. Item D,
si la membrane n'était perméable qu'aux ions K+, le potentiel membranaire serait égal à EK. C'est vrai, car il n'y aurait pas eu d'autres ions contribuant au potentiel de membrane, parce qu'il y aurait eu équilibre entre les ions des deux côtés. Item E, la période réfractaire permet d'assurer que la propagation du potentiel d'action reste dans le sens de la terminaison axonale. C'est vrai, hein. Si c'était pas le cas, on pourrait avoir un potentiel d'action qui revient qui revient dans l'autre sens. Ça pourrait poser des problèmes de conduction. Donc les réponses juste pour le QCM 26, c'était B, D, E. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'examen blanc de Biostat, donc les QCM 27 à 31. Donc tout d'abord le QCM 27, on nous parle d'un événement A qui correspond à ne pas être vacciné contre la maladie Y et on estime que 30% de la population n'est pas vaccinée. Du coup on a P de A est égal à 0,3. On nous parle ensuite de la probabilité de contracter la maladie Y qui est de 0,15 et la probabilité d'avoir la maladie Y sachant qu'on n'est pas vacciné est de P de B sachant A égale 0,4. Donc on nous demande ensuite, par rapport aux propositions suivantes, lesquelles sont vraies ou fausses. Donc tout d'abord l'item A et B sont deux événements indépendants. Donc cet item, on peut le retrouver assez vite, il est faux. Tout bonnement, pour que A et B soient indépendants, ça veut dire que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Autrement dit, le fait de savoir A ne change pas la probabilité d'avoir B. Or ici, on a bien P de B sachant A qui est 0,4, P de B qui est 0,15, donc c'est faux. L'autre point, l'item B. L'item B, on nous demande si A et B sont deux événements incompatibles, ce qui signifierait donc qu'on ne peut pas avoir A et B en même temps. Tout bonnement, on sait que si deux événements ne peuvent pas se produire en même temps, si le premier événement se produit, il y a donc une probabilité de 0 que le deuxième événement se produise. Ici, en l'occurrence, la probabilité que l'événement B se produise, sachant que l'événement A se produit, est de 0,4. Donc il y a une possibilité pour être dans A et dans B, donc l'item est faux. Donc l'item C, la probabilité d'avoir la maladie Y sachant qu'on n'est pas vacciné est de 0,4, donc la probabilité de ne pas avoir la maladie Y sachant qu'on n'est pas vacciné est de 0,6. Donc ici, ça revient à la probabilité totale d'un événement. On prend un univers qui est l'univers des non-vaccinés, et dans cet univers, on a une probabilité de 0,4 d'avoir la maladie, et donc de 1 moins 0,4 de ne pas l'avoir. Donc la probabilité de ne pas avoir la maladie, sachant qu'on n'est pas vacciné, est de 0,6. Ensuite, pour l'item D, on nous parle du théorème de Bayes qui permet de déterminer les probabilités a posteriori à partir des probabilités a priori. Donc ça, c'est tout bonnement le cours, c'est un item qui est vrai. Pour l'item E, on nous demande la probabilité de A inter B, donc de l'événement A et de l'événement B. Pour ce faire, on va multiplier la probabilité de B sachant A par la probabilité de A, et on obtient donc 0,4 fois 0,3 égale 0,12. Donc les items vrais pour ce QCM étaient le C, le D et le E. Le QCM 28, on nous parle d'une enquête qui s'intéresse à la quantité de cigarettes fumées par les Français en moyenne. On a interviewé 30 personnes au hasard et on leur demande d'indiquer le nombre de cigarettes qu'elles ont fumées durant ces 24 dernières heures. Et donc, on a les données qui nous sont fournies, on nous donne également l'estimation ponctuelle de la variance, qu'on va noter S carré égale 36, et on nous donne des estimations pour simplifier les calculs. Donc on a 1,96 égale 2, et 36 sur 30 égale 1. Donc on nous demande d'abord si le nombre moyen de cigarettes fumées durant ces 24 heures par cet échantillon est de 4. Donc cet item il est vrai. Pour calculer les moyennes, en fait on va faire la somme de toutes les valeurs. Donc là on l'a faite, et ça fait 120. Et on a 30 valeurs au total, donc on fait 120 divisé par 30, ça fait 4. Pour l'item D, on nous demande si l'estimation ponctuelle de l'écart type est de 6. Alors on sait que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, et donc on obtient bien racine carrée de 36 égale 6. Après on nous demande l'item C. Grâce au théorème central-limite, il est possible de déterminer avec précision la moyenne réelle de cigarettes fumées quotidiennement par la population française. Donc cet item il est faux. On va pouvoir estimer cette moyenne, mais on va pas pouvoir la déterminer avec précision. Le concept, ça va être ici de dire que l'estimation n'est jamais à 100% précise, à 100% vraie. Il y a toujours une incertitude là-dessus. Au niveau de l'item D, on nous demande si l'estimation de la variance a été calculée avec cette formule-là.
Donc la formule en l'occurrence, ça va être la somme de tous les écarts à la moyenne au carré divisé par n. Et donc là, la formule, elle a une petite erreur qui s'est glissée, c'est divisé par n moins 1. Pour l'item E, l'intervalle de confiance avec un risque d'erreur alpha égale 5% et 2,6. Donc ça, c'est un item qui est vrai, tout bonnement. Si on prend, du coup, notre moyenne, elle est de 4. L'intervalle de confiance à 5%, c'est plus ou moins 2 écarts. Plus ou moins 2, et donc, enfin, plus ou moins 2 écarts type de racine carrée de s carré sur n. Donc, s carré sur n, c'est 36 sur 30. 36 sur 30, on a dit qu'on l'a estimé à 1. Donc, c'est 2 fois 1, 2 fois 1, 2. Donc, c'est 4 plus ou moins 2, entre 2 et 6. Donc, on a bien les items A, B et E qui étaient vrais. Pour le QCM 29, on nous pose la question, la conclusion du test repose sur la comparaison entre la valeur du degré de signification P et le risque de première espèce alpha. Donc ça, c'est vrai. Le degré de signification, la p-value, elle est observée pour un échantillon particulier et comparée au risque de première espèce alpha fixé a priori. La valeur du degré de signification, c'est p du coup, et elle va représenter la probabilité d'obtenir un résultat aussi extrême que celui qu'on a observé si l'hypothèse nulle est vraie. Et alpha, c'est le risque de première espèce, et donc c'est le seuil pour lequel on va rejeter l'hypothèse nulle, et on va le fixer à l'avance. En général, c'est 5%, ça peut aussi arriver que ce soit 1% notamment. Et on a si P inférieur ou égal à alpha, autrement dit, si la probabilité d'obtenir une valeur aussi extrême est plus petite que le risque que l'on a pris, on va rejeter l'hypothèse nulle. Sinon, on ne la rejette pas. Pour l'item D, on nous demande si on rejette l'hypothèse nulle si P inférieur ou égal à alpha. Donc ça, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de voir. Au niveau de l'item C, on nous demande si l'hypothèse nulle est vraie si P est supérieur à alpha. Donc ça, c'est faux. Si P est supérieur à alpha, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle, certes, mais ça ne va pas forcément signifier qu'elle est vraie. En statistique, on ne va jamais considérer qu'une hypothèse est 100% vraie. On peut seulement dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour la rejeter. L'item D, on rejette l'hypothèse nulle si la valeur observée de la statistique du test est supérieure ou égale à la valeur en valeur absolue à la valeur du seuil qui a été fixé. Donc ça, c'est vrai. Ça revient en fait au même calcul que précédemment. Pour l'item E, on nous demande si le degré de signification P correspond au seuil fixé pour le risque de rejeter l'hypothèse nulle à tort. Donc ça, c'est un item qui est faux. Le risque de rejeter l'hypothèse nulle à tort, ça va être le risque bêta, et non pas P. P qui est la p-value qui, comme on a vu précédemment, précise en fait l'éloignement entre la valeur observée de la statistique de test et la valeur attendue, soit 0. Donc, il ne faut vraiment pas confondre alpha, bêta et p-value. Donc, les items vrais ici, c'est les items A, B et D. Pour le QCM 30, on nous parle d'un essai clinique randomisé. On nous demande si le groupe de comparaison reçoit également le traitement à évaluer. Forcément, non. En effet, si on appelle ça un groupe de comparaison, le but c'est de lui donner autre chose, donc un placebo, un traitement de référence ou un traitement standard, mais pour pouvoir comparer. Si on lui donne exactement le même traitement, il n'y a pas de comparaison possible. Pour l'item B, on demande s'il y a 4 principes fondamentaux, donc ça c'est faux, il y en a 3. C'est la comparaison, la randomisation et l'insu. Pour l'item C, on nous demande si l'insu est assuré par le fait que les patients ne savent pas quel bras d'études ils sont affectés, donc ça c'est vrai. Le concept de l'insu, c'est la même chose que l'aveugle, et donc ça va signifier que les patients n'ont pas l'information. Ça va donc éviter que les patients aient un biais psychologique ou comportemental dû au fait de savoir quel traitement ils ont. Quand on sait qu'on prend un traitement qui ne marche pas, probablement le traitement aura moins d'effet. Voilà. Après, il faut faire attention, et si on parle uniquement de simple insu, il est également possible d'avoir un double insu, où dans ce cas-là, le médecin également n'est pas au courant du traitement distribué. Dans un essai ouvert, le patient ne connaît pas la nature du traitement qu'il prend, donc ça c'est faux. Le concept d'un essai ouvert, c'est que tout le monde sait qui prend quoi. Pour l'item E, l'essai en double insu est la méthode de référence. Dans celle-ci, ni le patient ni l'équipe clinique ne connaît la nature du traitement, donc ça c'est vrai.
aucun des deux ne sait. La seule personne qui sait, c'est un comité indépendant qui va avoir accès aux informations. Et donc, ça va être une méthode de référence qui va réduire au maximum les biais, au niveau des biais d'évaluation et les biais de ressenti du patient. Donc, les items vrais pour ce QCM étaient les items C et E. Pour le QCM 31, on nous pose des questions sur les variabilités. Donc, pour une loi normale, 95% des valeurs de X se trouvent entre moins de sigma et plus de sigma, donc ça c'est vrai. Enfin, c'est plus exactement moins 96 et plus 1,96, mais dans les QCM, on va approximer 1,96 par 2. Item B, une loi de Bernoulli est une répétition de n épreuves indépendantes entre elles. Donc ça, c'est un item qui est faux. C'est la loi binomiale qui va être une répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes entre elles. Une épreuve de Bernoulli, ça va être une épreuve pour laquelle il y a 2 issues possibles et qui va avoir une probabilité de réussite. Voilà. Au niveau de l'item C, on nous demande quand une mesure est biaisée, elle manque de précision. Donc ça, c'est faux. Il ne faut pas confondre le biais et la précision. Le biais, ça va dire qu'on va décaler toutes les valeurs mesurées. Et donc, on va avoir un problème d'exactitude. Le manque de précision, ça veut dire qu'on va avoir un problème de reproductibilité des valeurs. On va avoir des valeurs qui vont être éparpillées un peu plus. C'est ça le manque de précision. Au niveau de l'item D, on nous demande si la variabilité instrumentale peut être due aux observateurs, médecins, infirmiers. Donc ça, c'est vrai. Les observateurs, ils peuvent introduire une variabilité instrumentale. Tout bonnement, en fonction de la manière d'utiliser l'instrument ou des différences de perception. Notamment pour la prise tensionnelle au brassard avec un stéthoscope, le médecin aura toute son importance dans la prise tensionnelle et dans l'oreille et l'écoute du battement du cœur. Donc, est-ce qu'il est possible de réduire la variabilité instrumentale en utilisant des conditions standards d'examen? Donc ça va être faux. Tout bonnement, c'est pas la variabilité instrumentale qu'on va réduire en standardisant les conditions, mais bien la variabilité analytique pré-instrumentale, tout bonnement, avec des conditions standards. Pour donner un exemple, savoir si on est à jeun ou pas, c'est de la variabilité pré-analytique, pré-instrumentale, et non pas instrumentale directement. C'est pas l'instrument qui apporte la variabilité. Les items vrais étaient donc les items A et D. Nous allons maintenant passer à la partie ICM, donc les QCM 32 à 36. Donc QCM 32. Donc le tramadol, c'est pas un opioïde qui est considéré comme antidépresseur, parce que son effet principal est effectivement antalgique. Comme on le voit dans le cours, les antidépresseurs ne rendent pas tous compte des effets. Donc même s'il agit sur le système sérotoninergique et noradrénergique, ça peut donner des effets antidépresseurs secondaires, mais c'est pas son action principale. C'est un des médicaments qui est à connaître. Donc la cible des médicaments est le plus souvent endogène, ce sera parfois exogène, comme avec les antibiotiques, mais la grande majorité des cibles des médicaments sont endogènes, car ils vont agir sur des récepteurs qui se situent dans l'organisme, pour altérer son fonctionnement. C'est effectivement le cas. L'étude du pharmacophore permet de concevoir de nouveaux médicaments, parce qu'en étudiant ses conformations, à la fois dans l'espace et son affinité électrique, on peut tenter d'utiliser le même pharmacophore, mais de changer certains groupes fonctionnels pour concevoir de nouveaux médicaments qui vont avoir une grande similitude avec le médicament d'origine, mais qui vont avoir des effets pharmacodynamiques et cinétiques différents. Item D. La liaison entre le récepteur et le médicament est dans la grande majorité des cas réversible, parce que c'est une liaison de faible énergie, parce qu'on a un passage continu entre la forme liée et la forme non liée, sans altération à la fois du récepteur et de la molécule. Ça ne va pas confondre avec par exemple l'action de l'aspirine sur la COX, qu'on va qualifier d'inhibiteur suicide, parce que justement, il y a une liaison de forte énergie qui va modifier les caractéristiques des deux molécules.
Donc item E, le pharmacophore, au contraire, c'est ce qui permet l'interaction entre le médicament et sa cible, notamment au niveau des récepteurs, qui va leur permettre de modifier la conformation du récepteur. C'est la partie de la molécule qui est justement la plus importante, parce que c'est elle qui permet d'obtenir l'effet escompté. Alors, QCM 33, un médicament lipophile sera essentiellement éliminé par voie rénale, donc c'est faux. Souvent, quand c'est gras, ça va souvent avoir un rapport avec le foie, et quand c'est plutôt hydrophile, un rapport avec le rein. Donc, parce que le foie, c'est plus l'organe du traitement de tout ce qui est gras, etc. Et le rein, tout ce qui est le traitement des urines, etc. Donc c'est faux. C'est par voie hépatique. Donc item B. Après métabolisation, la molécule formée a toujours une activité pharmacodynamique moins importante que la molécule initiale. Donc c'est faux. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc soit après métabolisation, la molécule elle va perdre complètement son activité pharmacodynamique, donc elle va être inactivée. Soit elle va avoir une activité équivalente, ou alors elle va être encore plus active que la molécule initiale. C'est par exemple le cas de la morphine, où la codéine est transformée en morphine, qui est plus active. Donc elle a besoin de passer par la métabolisation pour avoir une activité. Donc c'est pas vrai de dire que c'est le plus souvent le cas, mais c'est pas toujours. Donc item C, les enzymes de la famille des cytochromes P450 sont exprimés au niveau des hépatocytes. Donc c'est vrai, les cytochromes c'est ce qui va servir à la métabolisation des médicaments qui se fait dans le foie. Et donc les cytochromes P450, il faut qu'ils soient là où ils sont utiles, donc ils sont au niveau des hépatocytes. Item D, l'effet de premier passage hépatique de la morphine après une administration intraveineuse est plus important que celui des AVK. Donc dans cet item, on s'en fiche un peu de la morphine et des AVK. Ce qui nous importe surtout, c'est qu'il y a un peu une incohérence, une grosse incohérence, c'est qu'on vous parle d'effet de premier passage hépatique, alors qu'on vous parle d'une administration en intraveineuse. Donc les deux sont pas compatibles. Si on administre en IV, il n'y a pas d'effet de premier passage hépatique. Mais il y a un premier passage hépatique. C'est pas la même chose. Ensuite, item E, les enzymes les plus impliquées dans les réactions de phase 1 sont les transférases. Donc, c'est faux. Vous avez plusieurs phases dans ces réactions. La phase 1, donc qui est une phase, on peut dire aussi de fonctionnalisation, vous avez dans le cours. On va avoir une oxydation, une réduction, une hydrolyse, par l'ajout d'un groupement OH, hydroxyle, donc qui se fait par histochrome P450. Et ensuite, en phase 2, vous avez une réaction de conjugaison, donc avec un groupement polaire, qui se fait, elle, avec les transférases. Donc c'est pas vrai, c'est en phase 2 que les transférases interviennent. Donc la seule réponse vraie était la C. Donc, à propos de la galénique, un même médicament peut avoir une visée variable en fonction de sa galénique. C'est vrai, parce que la galénique, c'est la mise en forme du médicament qui permet son administration. Donc, on peut avoir différentes formes en fonction de la cible visée et de la pharmacocinétique qu'on veut obtenir pour ce médicament. Item B, l'un des objectifs de la forme galénique est donné par la protection du principe actif. Donc c'est vrai, l'objectif ça va être de protéger le principe actif jusqu'à ce qu'il puisse être absorbé. Donc des conditions extérieures qui peuvent être le pH gastrique, des enzymes, la lumière ou l'humidité, afin de garantir son efficacité jusqu'à son site d'action. On va vouloir préserver la molécule de la destruction jusqu'à qu'elle puisse avoir l'effet escompté. Les médicaments sous forme liposomale sont connus pour entraîner des effets secondaires fréquents comme une néphrotoxicité. C'est faux, parce que la galénique à forme liposomale, elle évite la mise en contact du principe actif avec les cellules rénales. Le rein ne sera pas sujet à cette exposition, et donc on a une limitation des effets secondaires. La voie percutanée ne présente pas d'effet de premier passage hépatique. La voie percutanée permet aux médicaments d'entrer directement dans la circulation sanguine sans passer par le foie, évitant ainsi l'effet de premier passage hépatique. On a l'exemple des patchs transdermiques.
qui permettent directement de passer la molécule du patch directement dans la circulation sanguine en passant par la peau, sans avoir affaire au système digestif. Donc effectivement, on peut considérer que c'est la même logique qu'avec les voies intraveineuses, où le principe actif est directement distribué. Donc, les méthodes d'injection des voies intraveineuses et intramusculaires ne sont pas interchangeables. Effectivement, la voie IV possède un effet immédiat avec une administration contrôlée, mais un risque de toxicité accrue, tandis que la voie intramusculaire possède une résorption lente et un dépôt progressif du médicament, puisqu'il va devoir sortir de son compartiment musculaire. Alors, QCM 35. Les médicaments à usage vétérinaire ne sont pas réglementés par le Code de la santé publique. Donc c'est faux. Eux aussi sont réglementés par le Code de la santé publique. Et ils doivent obtenir une AMM, mais c'est juste petite info. Ils doivent obtenir une AMM. Donc, item B, les 4 principes de la sécurité sanitaire sont les principes d'évaluation, de précaution, d'identification et de transparence. Donc c'est faux, il y en a un qui est faux. Ce sont les principes d'évaluation, de précaution, d'impartialité et de transparence. Donc le principe d'identification n'existe pas. Donc item C, les notions de placebo et nocebo sont synonymes. Donc c'est faux, même si c'est sur le même principe, les définitions ne sont pas synonymes. Donc l'effet placebo, on parle d'amélioration de l'état du patient suite à l'administration d'une substance inactive due à une attente psychologique positive. Donc ça veut dire que quand vous donnez un médicament, vous donnez un placebo, mais le patient le voit comme quelque chose de positif pour lui, qui va améliorer son état de santé, même si la substance est inactive, vous pouvez observer une amélioration de l'état du patient, donc ce qu'on appelle l'effet placebo. Et à l'inverse, si le patient pense que c'est quelque chose de négatif pour son amélioration, ben voilà, vous allez avoir l'apparition d'effets indésirables, donc causés par une attente négative cette fois, donc c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Donc même si c'est sur le même principe, on peut pas dire que c'est synonyme. Item D. Dans le résumé des caractéristiques cliniques, on retrouve les informations cliniques comme la posologie ou les mises en garde suite à certaines prises spécifiques, comme lors de la grossesse. Donc c'est vrai. On retrouve toutes ces informations dans le RCP. Donc item E. L'autorisation de mise sur le marché, donc l'AMM, peut être refusée lorsque le médicament présenté ne contient pas la composition qualitative et quantitative déclarée sur le résumé des caractéristiques cliniques, donc le RCP. Donc c'est vrai, si vous donnez RCP, il faut que ça corresponde à ce qui est réellement le cas, parce que sinon, ça voudrait dire que le RCP ne correspond pas à la réalité, et ça peut être un motif de refus de l'AMM. Donc les réponses correctes sont D et E. Donc, QCM 36, item A, les comportements d'obtention illicite peuvent être révélateurs d'abus médicamenteux. Effectivement, c'est vrai, puisque l'abus médicamenteux va qualifier la prise d'un médicament en dehors de sa délivrance par un pharmacien. Donc, la falsification d'ordonnance ou le recours à plusieurs médecins pour obtenir des prescriptions, par exemple, ça fait partie d'un élément qui est révélateur d'abus médicamenteux, puisque l'individu en question ne va pas chercher à suivre une prise en charge thérapeutique, mais simplement à obtenir la substance. Donc item B, la tolérance peut être définie comme l'augmentation de l'effet pharmacologique à la suite d'une administration réitérée. C'est faux, c'est exactement l'inverse. À force de prendre une substance, on a une diminution de son effet pharmacologique après un usage répété. Donc ça peut nécessiter des doses plus élevées pour obtenir le même effet. On peut penser par exemple c'est le même principe que l'accoutumance à des drogues par exemple. Item C. Le mésusage médicamenteux est toujours dû aux professionnels de santé. C'est faux, il peut être lié à d'autres facteurs qui sont liés au patient,
leur environnement ou aux prescriptions effectivement des professionnels de santé. Item D. Les chirurgiens dentistes ne sont pas obligés de déclarer les cas de pharmacodépendance ou d'abus. Tous les professionnels de santé, à l'exception des kinés, ont l'obligation de signaler les cas de pharmacodépendance ou d'abus selon leur propre réglementation en vigueur. Item E. Les notifications et les décisions concernant la pharmacodépendance sont coordonnées et décidées au niveau des instances régionales par les centres d'évaluation et d'information de la pharmacodépendance addictovigilance, CEIPA. Donc c'est faux. Les notifications et les décisions qui concernent la pharmacodépendance en général sont prises au niveau national par l'ANSM, qui délivre également les AMM. Tout est centralisé. Voilà, la correction de la partie 1 de l'examen blanc en distanciel est terminée. On espère qu'elle a pu vous aider à mieux comprendre ce que l'on attendait de vous pour l'examen blanc. Vous pouvez retrouver sur une seconde vidéo la partie 2 corrigée de l'examen blanc en distanciel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le serveur Discord LAS ou bien sur le forum du tutorat associatif toulousain. Bon courage à tous dans vos révisions.